vais vous parler de la victimisation secondaire, une notion encore peu employée dans les tribunaux français, mais qui fait son chemin depuis plusieurs années au niveau européen et qui est essentielle dans le traitement des violences sexistes et sexuelles. La victimisation secondaire, c'est la victimisation qui résulte non pas directement de l'acte criminel, mais de la réponse apportée à la victime par les institutions et les individus. Ça, c'est une définition du Conseil de l'Europe qui date du 14 juin 2006. La victimisation secondaire, aussi appelée revictimisation, c'est donc les souffrances supplémentaires postérieures au crime ou au délit subi par la victime qui sont causées par les institutions, notamment le système judiciaire. Ça peut intervenir à n'importe quel moment de la phase judiciaire, dès le dépôt de plainte et jusqu'à l'audience de jugement, en raison des remarques sexistes ou humiliantes de la durée de la procédure, d'actes d'enquête, etc. En France, cette notion a pour la première fois été retenue par le tribunal correctionnel de Paris lors du procès de Gérard Depardieu le 13 mai 2025. L'acteur a été condamné, outre sa peine de prison avec sursis et l'indemnisation du préjudice moral causé par les agressions sexuelles, à verser 1 000 € à chacune des deux plaignantes, le tribunal ayant estimé que la dureté excessive des débats à leur encontre, allant au-delà des contraintes et des désagréments strictement nécessaires à la manifestation de la vérité, au respect du principe du contradictoire et à l'exercice légitime des droits à la défense, justifiait une telle indemnisation. Gérard Depardieu a bien sûr fait appel de cette décision, mais cette sanction a fait l'objet de débats parce qu'elle sanctionne un prévenu en raison du comportement de son avocat pendant l'audience, comportement qui aurait pu être sanctionné dans le cadre de la déontologie des avocats ou de la police de l'audience qui est exercée par le président de la formation pénale. En l'occurrence, le tribunal, en condamnant avec cette motivation, passe à côté de l'intérêt de cette notion dans la mise en lumière des violences faites aux femmes par l'État et de la responsabilité qu'elle implique pour chacun des maillons de la chaîne judiciaire à éviter la revictimisation. À mon sens, un meilleur usage de la victimisation secondaire, de cette notion, a été fait par le président de la Cour d'appel d'assises de Nîmes à l'occasion du procès des viols de Mazan, au cours duquel il a refusé la diffusion de photos et vidéos intimes de Gisèle Pelicot avec Dominique Pelicot, qui dataient de 6 ans avant les faits et n'avaient aucun lien avec le seul accusé ayant fait appel de la décision de première instance. Les avocats de la partie civile se sont opposés à cette diffusion en plaidant que cela risquait de revictimiser Madame Pelicot, et le président leur a donné raison en considérant que cette diffusion porterait une atteinte injustifiée à l'intimité de la partie civile, suivant ses avocats qui avaient donc insisté sur le risque de victimisation. Ça démontre le pouvoir que cette notion peut avoir dans la protection des victimes. C'est une notion intéressante parce qu'elle impose à toute la chaîne judiciaire de porter une attention essentielle aux effets de la procédure sur les victimes et de s'assurer que les prises de décision, lorsqu'elles sont susceptibles de porter atteinte aux victimes, sont justifiées par la nécessité d'atteindre la manifestation de la vérité. Si c'est une notion récente pour les juridictions françaises, la victimisation secondaire est beaucoup plus utilisée au niveau européen. L'article 15 de la Convention d'Istanbul, ratifiée par la France le 4 juillet 2014, contraint les États parties à dispenser ou renforcer la formation adéquate des professionnels ayant affaire aux victimes ou aux auteurs de tous les actes de violences sexistes et sexuelles sur la prévention et la détection de ces violences, l'égalité entre les femmes et les hommes, les besoins et les droits des victimes, ainsi que sur la manière de prévenir la victimisation secondaire. Donc en Europe, dès 2014, on a une obligation d'éviter la victimisation secondaire. Dès 2015, la Cour européenne des droits humains s'empare de cette notion dans un arrêt du 28 mai 2015, dans lequel elle condamne la Slovénie en raison d'interrogatoires de la victime qui l'ont humiliée ou qui ont eu pour effet de la dégrader. Donc on est à ce moment-là sur une interdiction de mal se comporter, si j'ose dire. Mais à partir de 2021, la notion évolue jusqu'à créer une obligation positive pour les États de protéger les victimes. Et c'est là qu'elle devient très intéressante, puisqu'elle impose aux États de protéger l'image, la dignité et la vie privée des victimes. Plus récemment, la Cour européenne des droits humains a condamné la France en raison de la victimisation secondaire d'une victime de viol sur mineur dans un arrêt du 24 avril 2025. La Cour européenne a jugé que l'une des requérantes avait subi une victimisation secondaire du fait des lacunes de l'enquête de l'instruction, certaines des questions posées par les policiers et l'expert psychiatre étant considérées indignes, humiliantes, dégradantes et sexistes par la Cour.
elle a considéré que c'était à l'État d'éviter de reproduire des stéréotypes sexistes dans les décisions de justice, de minimiser les violences contre le genre et d'exposer les femmes à une victimisation secondaire en utilisant des propos culpabilisants et moralisants propres à décourager la confiance des victimes dans la justice. En conséquence, la France a été condamnée. Il se trouve que cette décision est juste un tout petit peu est rendue juste un peu avant la décision concernant Gérard Depardieu. Dans le même mouvement, l'Union européenne s'empare de cette notion. La directive européenne de lutte contre la violence à l'égard des femmes et la violence domestique est adoptée le 14 mai 2024 et évoque le risque que la présentation d'éléments de preuve concernant le comportement sexuel passé, les préférences sexuelles et la tenue vestimentaire de la victime pour mettre en cause sa crédibilité, voire son absence de consentement dans les cas de violences sexuelles, peut renforcer la perpétuation de stéréotypes préjudiciables quant aux victimes et entraîner une victimisation répétée ou secondaire. En conséquence, cette directive prévoit une obligation positive pour les États membres de lutter contre la victimisation secondaire à travers plusieurs dispositifs, notamment la réalisation d'une évaluation personnalisée de la victime pour mettre à jour les espaces de vulnérabilité sur lesquels il faut éviter d'insister pendant l'enquête, la mise en place d'un soutien spécifique pour les victimes, la formation des autorités recueillant les signalements des victimes et la communication de lignes directrices aux services répressifs et aux autorités chargées des poursuites, avec notamment des orientations sur la manière de veiller à ce que les victimes soient traitées de façon respectueuse et à ce que la procédure soit menée de telle sorte à éviter une victimisation secondaire ou répétée. Comme pour toutes les directives, les États membres ont 2 ans pour la transposer. On n'a pas de nouvelles de ce qu'il en est pour la France. Cependant, le 19 novembre 2024, une proposition de loi visant à mettre fin à la victimisation secondaire lors des procédures judiciaires a été déposée, ce qui prouve que le législateur commence à s'emparer de cette notion. Enfin, la reconnaissance de la victimisation secondaire est également portée par la Fondation des femmes et l'ensemble des associations participant à une coalition pour l'adoption d'une loi intégrale contre les violences faites aux femmes. Cette loi intégrale comporte 130 recommandations que vous pourrez retrouver sur le site internet de la coalition qui sera intégré en description de cette vidéo, et vous pouvez signer également la pétition qui vise à faire adopter cette loi intégrale. À nouveau, ce sera en description de cette vidéo.